Bonsoir Cynthia Fleury. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Nuit. 2017 vient de commencer, laissant derrière elle une année 2016 forte en événements. Le point commun entre ces deux années, c'est qu'elles sont toutes deux extrêmement politiques. Trump, Hollande, Merkel, Poutine, avec pour chacun d'eux une actualité brûlante. Vous qui avez le prisme de la philosophie politique, comment est-ce que vous analysez ces derniers événements ? Alors d'abord sur cette année, ce qui m'a frappé le plus, et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a frappé beaucoup d'entre nous, c'est non pas cette cécité, mais voilà, le fait que, comme on dit, le peuple et les élites et le mainstream des médias, etc., ne sont visiblement pas raccords. Et ça, c'est très frappant. Sur Plus de l'aveuglement que de la cécité. Voilà, c'est de l'aveugle. Vous avez tout à fait raison, c'est plus de l'aveuglement que de la cécité, c'est ce refus d'une certaine catégorie d'intelligentsia de considérer qu'il y a des nouvelles voies de prescription, qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux qui donnent de l'information, qui précisément passent sous le radar parce qu'elles sont déconsidérées, considérées comme illégitimes, etc. Alors qu'aujourd'hui, elles disent aussi absolument la vérité de ce monde. Et donc ça, c'était frappant parce que tout était déjoué alors que tout était là, bien évidemment, pour être vu correctement. Et 2017 ? 2017, ce qui est d'abord, pour ma part, intéressant, c'est le fait qu'il n'y aura pas de bis repetita par rapport à nos personnages nationaux, si j'ose dire. Et ça, je pense que c'est toujours une bonne chose, c'est toujours un bon signe non névrotique d'arrêter la répétition. Donc ça, voilà. Je salue la santé mentale française. Vous saluez surtout François Hollande et le fait de ne pas se représenter. Tout à fait, je salue le fait d'avoir ce grand, acte sage. Et puis par ailleurs, un autre type de sagesse qui a forcé deux autres à ne pas se présenter. Bon, en tout cas à ne pas concourir pour la candidature. Bon, nommer des noms. Non, mais c'est Juppé et Sarkozy qui, de fait, on a un petit tableau qui... Par le prisme des primaires, donc tout ça, après, c'était un jeu démocratique. Tout à fait. Donc il y a, de fait que... Donc ça, si vous voulez, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui va sortir, notamment à gauche ? C'est une vraie interrogation intéressante parce qu'on a une réalité totalement atomisée. Et d'une certaine manière, comme dit Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Donc on peut se dire que peut-être c'est précisément le temps pour qu'il y ait une refonte à la fois de l'idéologie de gauche et en même temps la mise en place d'un nouveau type d'incarnation. Je dis incarnation parce que l'incarnation, c'est pas nécessairement la personnalisation. Il y aura bien évidemment un candidat plutôt qu'un autre, mais il y aura aussi un groupe d'idées, de personnes, une manière de gouverner différemment, une gouvernance différente. En tout cas, on peut l'espérer, puisque notamment certains d'entre eux défendent une 6e République, ou en tout cas d'autres manières de gouverner. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire jusqu'où 2017 va un tout petit peu, et quand j'ai un tout petit peu, va aller vers de l'invention démocratique et vers le fait de risquer comme ça des nouveaux types de légitimité, un nouveau type de candidat. On a vu certains là qui s'essayaient, qui sont issus de la société civile. Bon, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait d'inventer. On a une grande hantise pour 2017, c'est l'arrivée de l'extrême droite. Est-ce selon vous possible ? Et si oui, comment est-ce que les Français s'adapteraient à un régime extrémiste ? C'est une question terrible. Oui, c'est possible, c'est toujours possible. Mais je vous la pose. C'est toujours possible. Maintenant... Quelle est l'adaptation ? Comment est-ce que l'opinion publique forge, j'allais dire, son esprit pour se dire, voilà, nous vivons maintenant dans cette hypothèse-là, qui n'est plus une hypothèse, mais une réalité ? Alors moi, je ne vais pas faire ce pas-là, ce saut-là. Je pense que... Même si je vous le demande ? Oui, parce que c'est quand même de la politique fiction, là, pour le coup. C'est-à-dire, vous actez que... C'est de la politique hypothèse. Vous actez que les Français, à un moment donné, font cet ultime choix. Moi, je n'en suis pas certaine. Ce qui est certain, c'est qu'ils jouent à se faire peur avec ça. Ce qui est certain, c'est que ça prend une place très forte dans notre débat. Ce qui est certain, c'est que les autres candidats vont se positionner par rapport à ce jeu extrémiste. Et se positionnent déjà. Voilà. Et déjà, ça, c'est énorme, parce qu'en fait, nous sommes déjà en territoire, entre guillemets, à tendance de repli, à tendance xénophobe, à tendance de trouver toujours les boucs émissaires. Nous, à la différence de Trump, ça va pas être les latinos, comme il dit, mais c'est plus précisément les migrants, les réfugiés ou que sais-je. Donc, nous sommes dans des situations très tendues, profondément tendues. Et ça, c'est toujours extrêmement... dangereux ? Oui, c'est toujours
extrêmement imprévisibles. C'est-à-dire que oui, c'est toujours dangereux, de fait. En même temps, allez, je sais peut-être mon caractère profondément optimiste, il y a une part aussi autre dans la société civile. Vous avez vu quand même, on ne peut pas passer quand même là aussi sous le radar toutes ces tentatives de quantité de citoyens lambda, la primaire.org, la Maison des citoyens, démocratie ouverte, open government, enfin que sais-je, il y en a, Make Sense, je ne vais pas, les barbares, enfin bon bref, ils sont tous les partis pirates, etc. Tous ces gens-là montrent qu'il y a une volonté d'inventer et absolument pas une volonté de repli. Donc moi j'ai aussi envie de voir comment nous allons accompagner ces gens-là à faire entendre leur voix. Nous avons également assisté à une longue bataille lors des primaires à droite. On l'a un peu évoqué avec effectivement l'écartement de Juppé et de Sarkozy. Nous assistons en ce moment à un début de bataille pour les primaires à gauche. À chaque fois, un seul gagnant, après des semaines, j'allais dire, de déferlement de haine. Comment, selon vous, l'opinion publique réagit à cette antinomie? C'est-à-dire pendant des semaines et des semaines, on est l'ennemi, et puis tout d'un coup, tout le monde se rallie et tout le monde a gagné. C'est un peu l'école des fans. Alors, je trouve que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, car si vous regardez tout de même, c'est à fleuret moucheté, c'est-à-dire que ils font régulièrement attention, ceux qui sont dans la primaire, de ne pas absolument détruire l'adversaire. C'est de la politique théâtre alors dans ce cas-là. Mais c'est toujours du théâtre, la politique, et particulièrement à la télévision. Maintenant, l'intégralité d'une campagne ne se fait pas qu'uniquement à la télévision, elle se fait ailleurs. Oui, mais les gens regardent la télévision. Oui, ils regardent la télévision, mais ils vont aussi dans les meetings. Moins, mais bon. Donc, je dirais que là, ce qui est intéressant dans les primaires, je ne suis pas une fanatique des primaires, mais c'est que... On l'a bien senti, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que là où tout le monde a salué un pas démocratique, même Manuel Valls qui a dit « Regardez la primaire à droite, tirons-en les conséquences et faisons aussi bien pour la primaire à gauche », là vous nous dites « Moi je ne suis pas fan et ça m'intéresse d'avoir votre point de vue ». Non, mais je ne suis précisément pas fan à cause notamment de ce théâtre. Parce que j'ai l'impression que c'est un monde de dupes et que c'est un théâtre d'ombre. Mais en même temps, ça fait partie des outils d'aujourd'hui qui sont pas inintéressants parce qu'ils vont donner à entendre de manière trop synthétique les différentes idées. Alors un peu effectivement comme un grand oral comme ça, un peu trop rapide pour véritablement prendre la mesure des programmes. Mais souvent, ça reste quand même de qualité, en tout cas le jour J au niveau des 4 débats qui vont se faire. Souvent, l'élection d'un président dépend de l'incarnation de la fonction. On entend dans l'opinion publique, j'ai voté pour lui parce qu'il avait une bonne tête. Ça s'est déjà entendu par le passé. L'intellectuel que vous êtes arrive-t-elle raisonnablement à intégrer cette donnée qui, quand on y pense, est totalement irrationnelle? Oui, elle est irrationnelle et en même temps... en même temps, c'est la vie. En même temps, c'est la vie, c'est la vérité de l'intuition. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est très particulier. C'est une folie d'élire un homme, si vous voulez, ça n'a aucun sens, déjà. Donc c'est irrationnel déjà, puisque bien évidemment qu'aucun d'entre nous... On pourrait l'inscrire dans le préambule de la Constitution, ce que vous venez de dire. Mais bien sûr, on va dire que c'est une aporie de base, que aucun d'entre nous n'a les moyens ni les compétences tout d'un coup d'incarner quelque chose, etc., etc. Donc bien évidemment, il y a un pari, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel, il y a quelque chose qui est de l'ordre du symbolique, d'un geste de confiance, et donc d'une certaine manière, ça renvoie soit à de l'amour, soit à quelque chose qui est connexe à l'amour, c'est-à-dire l'empathie, la séduction qu'on peut ressentir, le charisme, etc., etc. Bon, donc j'ai voté parce qu'il avait une bonne tête. De fait, je le comprends. Je comprends ce raisonnement. Si on peut appeler ça un raisonnement. Alors maintenant, le problème, c'est voilà, comment demain, au lieu de s'en remettre à la bonne tête d'un pendant 5 ans, comment on essaye d'inventer ce que d'autres ont appelé la démocratie continue, c'est-à-dire de ne pas donner un blanc-seing et d'essayer aussi de ne pas se lier les mains en termes de souveraineté, et comment le peuple, par un droit d'initiative, par une citoyenneté capacitaire, par éventuellement une constituante, par des votations, par toute une série d'outils, participe un peu plus, en tout cas ceux qui le désirent, éventuellement créer des temps citoyens dans les entreprises, dans les administrations pour faire cela et accompagner cela. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse encore une fois, c'est comment nous inventons des outils au XXIe siècle pour faire de la politique autrement. Dernière question, la politique est de plus en plus liée à l'argent, je pense notamment au pouvoir d'achat. Est-ce que ça veut dire qu'on est en perte d'idéologie? Et si oui, est-ce que c'est grave?
Quand vous dites la politique est liée à l'argent, c'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent votent, c'est ça que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un programme, quand on veut élire quelqu'un, on s'en tient à son C'est portefeuille ça. avant même de se dire, bah tiens, est-ce que... voilà. Alors c'est certainement, vous avez tout à fait raison, parce que nous n'avons aujourd'hui que comme monde commun la société de consommation, qui n'est pas un monde commun, qui est un monde essentiellement d'apparence de monde commun. Et oui, il y a... je dirais pas que c'est un problème d'idéologie, mais c'est un problème aussi de défiance, c'est un problème de désenchantement assez fort. Pourquoi? Parce que la politique, précisément, n'affronte pas ces grands enjeux. Ces grands enjeux, ce sont lesquels? C'est notamment le non-consentement à l'impôt de quantité de grandes multinationales, c'est l'optimisation fiscale, c'est la justice sociale. Et en fait, c'est par défaut de la politique. C'est parce que la politique ne fait pas assez de politique qu'elle, je dirais, qu'elle déçoit tout simplement les citoyens. Alors, encourageons la politique à faire plus de politique. Merci Cynthia Fleury d'avoir apporté vos lumières dans Europe Nuit. On peut lire, bien sûr, nombre d'ouvrages que vous avez écrits dans différentes maisons d'édition. Merci Cynthia Fleury.